Bon, de quoi on va parler là, dans les prochaines semaines? On vient de perdre notre sujet de prédilection. Jon Jones a annoncé sa retraite. On ne pourra plus parler de la saga Jones-Aspinall, Johan. Bon, à chaud, réaction à sa retraite et peut-être, quand tu penses à Jon Jones, tu penses à quoi, Johan? Ben là, moi, je pense à un des plus grands combattants de l'histoire, ça c'est sûr, mais je pense à beaucoup de controverses aussi, hein, beaucoup de sujets tabous, puis beaucoup de controverses et beaucoup d'erreurs d'un grand champion. Par contre, ce que je trouve plate, c'est qu'en ce moment, il se retire avec une controverse, encore une fois, au niveau d'Aspinall. Il aurait pu se retirer vraiment au sommet, mais garde. C'est difficile de pouvoir mettre un poids là-dessus. Là. Non, exact. Moi, je pense surtout, tu l'as mentionné, les controverses. Il quitte sur une controverse sportive avec l'histoire Aspinall. Là, il y a l'histoire il aurait fui la scène d'un accident. Il y a peut-être d'autres démêlés avec la justice qui s'en viennent. C'est pas clair. Mais moi, Jon Jones, malheureusement, quand je pense à lui, je pense à l'UFC 200. J'étais sur place, je couvrais l'événement. Puis je sais pas si tu te rappelles qu'il devait affronter Daniel Cormier. Oui. Immense combat. Le premier gala au T-Mobile Arena, ouverture de l'amphithéâtre à Vegas. Puis quelques jours avant, on apprend que dopage. Faut trouver un remplaçant à Jon Jones contre Daniel Cormier. C'était fou comme situation sur place. Puis là, finalement, Anderson Silva arrive. Mais c'est ça, Jon Jones. Ouais. Tu peux pas dissocier ses performances dans la cage de toutes ces controverses-là. Mais c'est un grand champion qui tire sa révérence. Et au moins, Tom Aspinall va pouvoir avancer. On en parle de tout ça et bien plus. Bienvenue au SOS Podcast. SOS! Attention, ça va frapper. Spectaculaire, flamboyant. Des athlètes de haut niveau. Des champions des arts martiaux. Préparez-vous, le combat commence. Dans l'octogone, Ben Baudouin. SOS Podcast! Ben Baudouin en compagnie de Johan Lennes, bienvenue encore une fois au SOS Podcast. On va commencer, on va poursuivre en fait cette discussion-là avec Johan sur Jon Jones. C'est la nouvelle de la semaine dans les arts martiaux mixtes. On va revenir sur l'UFC Bakou, mettre la table évidemment pour le gros UFC 317. On est mercredi, on enregistre une journée d'avance parce que je quitte pour Vegas demain. Je serai sur place pour la diffusion du gala à TVA Sport et à la télé à la carte. Mais Jon Jones, je sais pas si tu es d'accord avec moi aussi, c'est tellement arrivé de façon bizarre. Tu sais, c'est peut-être le plus grand champion ou un des plus grands champions. Oui, certainement. Puis on annonce ça à la fin d'une conférence de presse alors que l'UFC est en Azerbaïdjan, à Bakou. Au détour d'une phrase d'Dana White qui dit « Ouais, Jon Jones m'a appelé hier puis il m'a annoncé sa retraite. » Puis, tu sais, c'est pas l'annonce à laquelle tu t'attends pour le plus grand champion des 205 livres de l'histoire, champion actuel des poids lourds. Yanguille sous roche, c'est particulier. Surtout après ce qu'on vient d'entendre là, aux nouvelles, qu'il y aurait eu un accident de voiture et qu'il serait parti tout de suite après les lieux. Tu sais, veux pas, avec la carrière qu'il a eu, avec le retour qu'il a fait contre Miocic, il a fait un gros retour contre Miocic. Là, on parlait d'un combat vraiment historique contre Tom Aspinall. Et là, boum, ça tombe dans l'eau comme ça. Tu sais, vraiment, je pense que oui, comme tu le mentionnes, c'est pas clair. Est-ce qu'on veut encore lui donner du temps? Moi, je serais pas surpris qu'on lui donne encore un an puis qu'on n'entende pas parler de Jon Jones encore. Il l'a déjà fait, il serait encore capable de le faire. S'il y en a un qui est capable de le faire, c'est lui. Il a montré que même s'il prenait des longues pauses puis qu'il était pas actif, il était en mesure de revenir. Une chose est sûre, c'est que moi, je trouve ça plate parce que Jon Jones, pour moi, c'est le plus grand champion de l'histoire. C'est un des plus grands combattants. Pour que Khabib Nurmagomedov disent que Jon Jones lui-même est un des plus grands combattants. OK, au niveau de l'humain puis des choix, on s'en reparlera, mais au niveau de l'athlète dans la cage, c'est vraiment un phénomène. J'aurais adoré pouvoir voir Jon Jones au sommet de son art contre Tom Aspinall au sommet de son art en ce moment. Ça leur a donné sûrement un des plus grands combats de l'histoire des arts martiaux mixtes. Il a été champion une première fois, le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC à 23 ans seulement. 8 défenses de titre de son premier règne, a perdu en raison, on parle d'accident, il a quitté la scène d'un accident, là, délit de fuite. Il y en a eu un délit de fuite en 2015, il a été dépouillé de son titre, mais il est revenu par la suite à l'UFC 197 pour un championnat intérimaire. Après ça, a unifié les titres avec 3 autres défenses. Bref, carrière tout simplement remarquable. Sa seule défaite, on s'en rappelle, c'est par disqualification.
Et aujourd'hui, les coups qu'il a donnés à l'époque contre Mark Hamill étaient illégaux à l'époque, mais sont légaux. Les coups de coude 12-6. Là, Exactement. Et on le sait, John Jones a demandé à ce que cette défaite-là soit révisée au niveau de la commission pour vraiment enlever une mauvaise note à sa fiche, parce que sinon, il a juste des zéros, il est invaincu, aucune nulle non plus. Donc, tu sais, vraiment, il a été dominant. Tu sais, quand on parle d'un champion dominant, il a battu des gros noms. Rashad Evans, Rampage Jackson, Lyoto Machida, Victor Belfort. Il les a tous affrontés, il les a tous dominés, il les a tous terminés. Et on se souviendra des grosses guerres qu'il a faites contre Gustafsson ou même Cormier. C'était des gros combats comme contre Cormier. Au deuxième combat, il l'a terminé avec un gros kick à la tête. Mais on le sait, Daniel Cormier, c'est un des plus grands champions aussi qu'on a eu. Donc vraiment, John Jones a été un champion, mais un champion dominant aussi. 100%. Et ce qu'il a fait à Cyril Gane quand il est passé chez les Lourds, moi j'étais un de ceux qui disaient Cyril Gane, ça pourrait être un gars qui pourrait donner du fil à retordre. Moi aussi. Ça a duré 2 minutes 4 secondes. John Jones en a fait qu'une bouchée. Est-ce qu'il avait peur de Thomas Pinal? Je pense pas. Honnêtement. Bon, John Jones, c'est plus ce qu'il a déjà été. Mais oui, puis Aspinall, il était peurant, là, je veux dire. C'est une force de frappe incroyable, termine ses adversaires très rapidement. Mais t'es John Jones. John Jones peut toujours lutter, puis il aurait eu 100% le dessus sur Thomas Pinal. Comme il a fait avec Cyril Gane, tu l'amènes au sol, puis après ça, t'es dans le monde de John Jones. Très bonne gestion de la distance aussi, John Jones. N'oublions pas son reach qui est de 85, qui est un des plus grands de l'histoire. Et ses push kicks, ses side kicks. Donc vraiment, c'est tout un questionnement. Je suis triste qu'on aura peut-être sûrement jamais la réponse. Mais il y a des gens qui pensent que des observateurs, d'autres combattants, j'ai vu sur les réseaux sociaux qui disent OK, il se retire parce que petit problème avec la justice présentement. Moi, je pense vraiment que c'est ça. Mais il va faire un retour peut-être. Là, il est rendu à 40 ans. Je ne sais pas si c'est un retour, c'est vraiment souhaitable. Mais c'est pas impossible. Bref, à suivre donc. Mais bonne retraite à John Jones. Mitigé. Héritage mitigé avec tout ce qu'on vient de parler. Je suis d'accord. Au niveau sportif, sensationnel. C'est les à côté, malheureusement, qui crée ce petit nuage autour de sa personne et de son héritage. UFC Bakou, première visite de l'organisation en Azerbaïdjan avec en finale Khalil Rountree et Jamal Hill. Qu'est-ce que tu as pensé du combat final? C'était assez... d'abord, victoire de Khalil Rountree qui, et on l'a su par la suite, était blessé au ménisque quand même assez sérieusement. Là. C'est une déchirure d'un ligament, donc du genou 3 semaines avant le combat, accepté quand même. Puis il a dominé, là, je veux dire. Il a dominé. Tactiquement, c'était pas... Bon, ses coups, il l'a envoyé au tapis 2 fois, je pense, au 4e round. Jamal Hill, donc assez solide quand même, Rountree, mais c'était surtout un jeu d'échecs, puis jeu d'échecs dominé par Rountree. Oui, puis tu sais, je l'avais mentionné la semaine dernière que Rountree était beaucoup plus complet, puis on l'a vu là, que ses attaques étaient vraiment variées. Là. Sur 102 coups qu'il a lancés, seulement 30 coups ont été visés à la tête. Tout le reste des coups, c'était au corps et aux jambes. Donc, c'est vraiment immense. C'est quasiment 70% des coups qui sont juste aux jambes et au corps. Puis, il faisait des attaques variées, puis ça l'a vraiment fait du dommage. Je pense qu'il a fait la grosse différence, c'est la grosse main droite en partant le combat, la main droite ou la main gauche, pardon. En partant le combat, qui a vraiment sonné Hill. Lui qui revient de 2 défaites par KO par la suite. Ouais, c'est vrai. A vraiment dû se poser des questions, être à reculons le reste du combat, se dire, je peux pas me faire passer le knockout une 3e fois. Fait que selon moi, ça l'a... Mais toute une performance de Rountree, moi, qui m'impressionne de combat en combat. Là. Ouais, exact. Et pour un gars qui était blessé à un genou, son jeu de pied, en fait, là, il se commettait jamais trop, restait toujours à distance. Ses coups de pied dans les jambes étaient assez dévastateurs. Très puissant, exactement. La jambe avant, il a fallu que Hills change de côté parce qu'à un moment donné, c'est sa jambe, si je me trompe pas, c'est sa gauche, là, sa jambe avant qui était presque démolie au complet. Donc, ces coups de pied dans les jambes, tôt dans le combat, ont vraiment payé là, pour Rountree. Beaucoup plus précis également, 56% de précision dans ses coups versus 40% pour Jamal Hill, qui, puis tu l'avais bien expliqué la semaine passée, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'une grosse main droite? Il a paru très unidimensionnel dans ce combat-là. Exactement, puis il a seulement envoyé à la tête, on l'a vu, là, il envoyait seulement des coups à la tête. Je pense qu'il a essayé 2-3 fois aller au corps, quelques coups dans les jambes, mais 95% de ses frappes étaient au niveau du visage, puis statistiquement parlant, c'est vraiment ça. Donc, vraiment, Hill...
se doit de se réinventer, là, parce que là, je pense, puis à moins que j'aille mal vu, est-ce que l'UFC a résilié son contrat ou ça me surprendrait, mais va vraiment devoir qu'il retourne sur le tableau puis refaire ses devoirs, parce qu'en ce moment, sa formule a fonctionné. C'est incroyable de voir un gars comme lui qui part de Contender Series, qui s'est rendu à un combat de championnat, qui a eu la ceinture sur son épaule, qui a été champion. Et là, il est sur 3 grosses défaites consécutives. Vraiment, c'est très difficile pour lui en ce moment. C'est comme si tous les combattants l'avaient solutionné. Ils savaient c'était quoi Jamal Hill. Quand on se bat contre Jamal Hill, c'est ça. Donc, on l'a vu ce soir, on l'a vu samedi dernier, Roundtree qui a vraiment fait une grosse performance, qui l'a dominé statistiquement 5 rounds de 5 minutes. Là. Exact. Et puis, je pense pas, donc, en tout cas, j'ai pas vu ça passer, que Hill avait été retranché, mais c'est pas bon pour personne, 3 défaites consécutives, comme tu as dit. Non. Surtout qu'avant ça, il était sur toute une séquence avec juste des bonnies de performance, 4 victoires de suite. Là, il tombe de haut, Jamal Hill. Et pour Roundtree, il passe dans le top 5 pour la première fois de sa carrière. Il est peut-être à une autre victoire d'un deuxième combat de championnat. Ankalaev, Pereira, ça regarde bien qu'on va avoir une revanche pour la ceinture éventuellement, mais Roundtree vient de faire sa place parmi les ceux qui sont en lice pour la suite. Rafael Fiziev contre Ignacio Bahamondes, on en parlait, toi puis moi, on avait très très hâte de voir ce combat-là. Bon, pas dire que c'est décevant, mais je m'attendais à plus. Ils ont été très stratégiques, hein? Ils ont été très techniques. Je pense que les deux ne se sont pas trop mouillés. Bahamondes... On se respectait beaucoup, en fait. Exactement, c'est ça. On était plus à reculons un petit peu. On sait, Fiziev, lui, c'est quelqu'un qui est plus vers l'avant. Tout ce qu'il lance, c'est en puissance. Clairement, la puissance était du côté de Fiziev. 100%. On l'a senti dans le combat rapidement. Puis ça, veut pas, je pense que mentalement, ça l'affecte beaucoup le combat. Je pense que aussi Bahamondes était... c'était le plus gros combat de sa vie. Oui, exactement. Peut-être un peu de stress. Puis, tu veux pas dans un combat de 3 rounds, si tu te prends un round et demi avant de trouver vraiment tes repères, après ça, il te reste plus beaucoup de temps. Il a tenté des choses au 3e, mais je l'ai senti soit stressé ou soit qu'il est finalement pas capable de solutionner ce qu'il y avait devant lui, en fait. Là. Oui, puis Fiziev, c'est un combattant d'expérience. C'est quelqu'un qui ça fait longtemps qui est dans qui est dans les sports de combat, que ce soit le combat debout ou les arts martiaux mixtes. Puis on l'a vu qu'il a vraiment été capable de solutionner Bahamondes. Rapidement, il était à l'aise. On l'a pas vraiment senti en danger. On l'a senti mettre beaucoup de pression aussi. Donc vraiment, c'est une belle domination. Ça démontre vraiment un vieux loup qui est en mesure de bien gérer un jeune lion. Fait que, de retour au travail pour Bahamondes, qui n'a pas à rougir de sa performance non plus, parce qu'il a bien fait contre un gros vétéran, c'est ça. Mais qui se doit de revenir plus fort. Là. Exactement. Puis c'est un jeune combattant, il était sur toute une séquence, mais c'est ça. On se rend compte que le top 10 à 155 livres, c'est... Il y a une différence, là. C'est quelque chose. Il y a tout un step. C'est un gap. Donc, voilà pour Fiziev qui l'emporte finalement par décision unanime devant les siens. Et un autre Azerbaïdjanais, Nazim Salikov contre Nicolas Mota. Ça a été le combat de la soirée. Tellement. Ça n'a pas été une grande carte. On vous parle de demi-finale et finale. 2 combats qui sont rendus à la limite stratégique. Pas les combats les plus excitants. Ça a été à l'image de la soirée. Beaucoup de décisions dans cette soirée-là. Pas énormément de coups d'éclat, mais les coups d'éclat sont arrivés dans ce combat-là. Salikov contre Nicolas Mota, alors que les deux sont partis avec 100 000 Salikov qui l'a emporté par KO. On lui a donné combat de la soirée et performance de la soirée. Et même chose pour Mota, bien sûr, partage de combat de la soirée. Mais on lui a donné une performance de la soirée, même s'il s'est fait passer le KO. Wow. Ça, je pense pas avoir déjà vu ça. C'est assez incroyable. Mais le combat était assez spectaculaire parce qu'au début, premier round, Mota, on pense qu'il va coucher Salikov, qu'il va terminer le combat. Il fait juste se protéger, Salikov, mais finalement, elle se protège assez bien parce que laisse Mota s'épuiser complètement, revient très fort, passe prêt à son tour de terminer ça au premier round. Finalement, on se rend au deuxième, les deux s'échangent des bombes. Les deux sont épuisés. Les deux survivent et finalement, le coup de massue, le coup d'assommoir est arrivé par Salikov en fin de round. Ça a été un combat comme on les aime, pas très très défensif, pas très très stratégique. Des fois, c'est bon, des bons combats stratégiques. Celui-là, c'était juste 2 gars prêts à tout. Là. Mais je pense que c'est bon pour ce qui est de Dana White, d'avoir donné un boni de performance aux deux, autant un gros montant comme ça. Je pense que ça peut juste donner envie aux autres combattants de, regarde, on se trempe les pieds, on se trempe les mains, on y va un petit peu plus, on donne un spectacle.
Je pense qu'il y a vraiment une idée derrière ça. Ouais. Puis je pense que l'idée est bonne. C'est sûr que on se doit être stratégique parce que comme tout bon coach va dire à son élève, si tu vas à la guerre comme ça puis que tu fais juste planter tes pieds puis lancer des coups, c'est comme si tu lançais un 25 sous dans les airs puis que tu attendais de savoir c'est qui touche le premier. L'objectif, c'est pas ça. Mais c'est sûr que ça donne toujours un bon spectacle. Ça lui fait quand même, Sadikov, globalement, une fiche de 11 victoires, une défaite et un verdict nul dans sa carrière. Et à l'UFC, 4 victoires, aucune défaite. Et bref, à 155 livres, un gars à surveiller qui, non seulement... termine ses combats. Termine ses combats, exactement. Un gars spectaculaire. Un bon menton, on l'a vu. Bonne force de frappe aussi. J'ai hâte de le voir contre des gars peut-être... C'est sûr que les prochains combats, on va le mettre contre des gars un peu plus, peut-être, de renom, des adversaires un peu plus coriaces. On verra comment ça va se passer pour Nadim Sadikov. Voilà pour l'UFC Bakou. UFC 317, cette fin de semaine. Grosse semaine de festivités, en fait, pour l'UFC. C'est la semaine internationale des combats. Chaque été, Las Vegas devient le point de mire pour les amateurs de partout. Il y a énormément d'activités, 2 jours d'exposition avec la chance de rencontrer des combattants, des séances d'autographes, séances de questions-réponses et tout ça. Beaucoup d'activités dans la ville également, puis avec comme point d'exclamation l'UFC 317. Belle carte. Ouais. Surtout 2 gros combats de championnat en finale. Ilia Topuria contre Charles Oliveira en grande finale, championnat des poids légers. Le titre qui est vacant. Et c'est vacant par Islam Makhachev. Et Ilia Topuria tente de devenir le 10e double champion de l'histoire de l'UFC. Ancien champion à 145 livres. Tente de le devenir maintenant à 155 livres. Qui est Ilia Topuria, pour ceux qui ne le savent pas? C'est un gars qui a eu une ascension assez fulgurante. Ouais, rapide aussi. C'est ça, il a juste 28 ans. Exactement. Je pense que c'est son 9e combat à l'UFC, sauf erreur. Il est 8-0 exact. à l'UFC. Globalement, dans sa carrière, invaincu. 16 victoires, aucune défaite. C'est un gars qui a commencé comme grappler, surtout. On le voyait beaucoup au sol. Très, très bon en jiu-jitsu. Là, c'est découvert des mains. Puis c'est un boxeur très, très, très technique. Puis on l'a vu dans ses 2 derniers KO contre Max Holloway, qui est un client vraiment pas facile. Et avant ça, Alexander Volkanovski. Écoute, Topuria, tu l'as mentionné, 16 victoires, aucune défaite. 6 KO, mais 8 soumissions. 8 soumissions. La moitié de ses victoires, c'est des soumissions. Fait que là, les gens ils disent Oliveira a l'avantage au niveau du sol. Attendez un petit peu, là, Topuria, ceinture noire en jiu-jitsu brésilien, très solide en jiu-jitsu brésilien. 8 soumissions à ses combats. Puis comme tu l'as mentionné, revient de 2 gros KO. Mais pas n'importe qui, là. Max Holloway. Le seul à avoir passé le KO à Max. Volkanovski, là. Puis Topuria, moi, ce qui m'impressionne, puis ce que je dis à mes jeunes boxeurs le plus possible, regardez ses 2e attaques. Topuria va être bon pour t'envoyer une attaque, continuer dans le mouvement et préparer une 2e attaque qui, elle, va faire du dommage. Puis c'est souvent ça qui touche puis qui termine le combat parce que les premiers coups touchent jamais. C'est les 2e et le 3e coup qu'on voit pas venir puis il est excellent là-dedans. Fait réagir. En fait, c'est ça. C'est qu'il utilise ses premières attaques pour... Oui, des trappes. Met des trappes. Pour les faire réagir son adversaire. Puis c'est exactement, finalement, comment l'autre va réagir. Puis là, il est capable de passer... C'est vraiment impressionnant. Oui, exactement. Puis c'est ça. C'est un gars qui a trouvé sa puissance dernièrement. Je pense qu'il s'est tellement amélioré depuis qu'il est à l'UFC au niveau du combat debout, au niveau du striking, parce qu'il a 6 KO au total dans sa carrière, 6 victoires par KO, mais 5 à ses 7 derniers combats. Exactement. 5 de ces 6 KO sont arrivés à l'UFC. Donc, c'est assez impressionnant. Un gars qui est impressionnant, c'est aussi Charles Oliveira, qui a déjà été champion, qui est le meneur de tous les temps, qui détient les records à l'UFC pour le nombre de victoires avant la limite, 20. Nombre de soumissions au total, 16 dans l'UFC. Et le nombre de bonnies de performance, 20 aussi. C'est un gars qui est à l'UFC depuis longtemps, mais c'est un gars, à chaque fois qu'il rentre dans la cage, incroyable. Gagne pas mal plus qu'il en perd, puis très, très, très impressionnant et excitant. Donc, quel genre de défi représente Charles Oliveira pour Ilia Topuria? J'ai eu la chance de parler à l'ancien champion des 145 livres. On va écouter sa réponse. Just go in and put him to sleep because I know that I'm much better than him everywhere. He has like all that records. He has the most submissions in the UFC, but I fought many guys that had that they break many records. Walk, Max Holloway, now Charles Oliveira. It's like I know this story really well, you know. One more opponent. He's dangerous, of course. He has a lot of experience, but he's gonna feel something different, something that he never felt in his life.
ultra confiant, donc Ilia Topuria de pouvoir... Il m'a expliqué par la suite, bon, il dit, les records. Max Holloway en avait plein de records, Volkanovski en avait plein de records. Je veux dire, il n'y a pas tort. C'est rien de nouveau, il n'y a pas tort exactement. C'est un gars ultra confiant, il me dit, regardez, je suis confiant, j'ai toujours été confiant, je sais que je vais gagner, j'ai aucun doute dans mon esprit, mais je suis confiant parce que je sais tout le travail que je mets. Donc, c'est pas une confiance qui arrive de nulle part. Là. C'est un gars qui travaille énormément aussi. Puis il m'expliquait que Charles Oliveira, selon lui, c'est... Tu sais, il pense que Volkanovski et Holloway, c'est des gars plus difficiles à solutionner que Charles Oliveira. On verra, mais son explication faisait du sens parce qu'il dit Volkanovski et Holloway, c'est des gars qui avancent pas beaucoup. C'est des gars qui bougent beaucoup, mais ils se battent pas nécessairement vers l'avant. Ils vont toujours bouger, trouver des ouvertures. Donc, c'est des gars très, très, très techniques. Au niveau du combat debout, Oliveira est pas mal moins technique. Il va foncer vers l'avant, il s'est déjà fait toucher. Quand il se fait toucher, souvent, c'est là, si on va dans son monde au sol, c'est là que, même s'il est ébranlé debout, on se retrouve au sol finalement. Renversement de situation complet, Oliveira va aller trouver une façon de passer une soumission. Donc. Mais debout, c'est vrai que Volkanovski et Holloway sont peut-être une coche au-dessus d'Oliveira. Complètement, puis c'est vrai que c'est complètement vrai ce que tu dis, parce que c'est vrai que Oliveira se fait souvent toucher, spécialement au corps, parce qu'il est très grand. Et une des forces de Topuria, c'est d'aller au corps. Il va au corps et il revient à la tête. Puis on l'a vu dans main de combats que Oliveira, souvent, en début de combat, il se fait toucher. Rappelons-nous contre Chandler, on pensait tous que Chandler avait terminé le combat. Oliveira était quasiment rendu à genoux, puis Chandler lançait des coups. Puis c'est arrivé souvent, Gaethje avait touché Oliveira. Et comme tu le mentionnais, Oliveira revient fort. Mais là, si Topuria se met à toucher Oliveira, selon moi, le combat durera pas longtemps. Donc, intéressant. Et on vous le dit, là, il y en a eu seulement 9 dans l'histoire. Il pourrait être le 10e à être double champion. Il ne sera pas champion simultané dans 2 catégories, mais lui, il a dit, moi, dans ma tête, je vais être champion à 145 et à 155. J'ai jamais perdu à 145. Je suis encore moi le champion. L'UFC en a décidé autrement, mais ça, c'est un autre débat. L'ombre d'Islam Makhachev est bien sûr sur ce combat-là, parce que tout le monde s'attendait, ou tout le monde espérait voir un combat au sommet entre Topuria et Makhachev. Est-ce que Makhachev s'est sauvé de Topuria? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, je ne penserais pas que Makhachev se soit sauvé. Je pense pas qu'il se soit sauvé du tout. Je pense qu'il va regarder le combat, puis je pense qu'il va prendre des notes. OK, parce que, en tout cas, Topuria le dit pas clairement, mais il pense que Della Maddalena, c'est un client peut-être plus facile pour Makhachev que Topuria, ce qui expliquerait la décision du Russe. On va écouter ça. My goal was to move up to the lightweight, fight for the title, and this is what I'm doing. I don't care who, when, where. I only wanted just to fight for the title, and this is what I'm doing. Islam, I can't do anything about anyone's decisions and anyone's moves. You know, the only control I have is about myself. He ran away. Now, I don't know if he's gonna do it once again, or maybe he's gonna have the courage to accept the fight. Bon, voilà, il s'est sauvé maintenant. Comme tu dis, peut-être que dans le futur, il va avoir la chance de revenir et de m'affronter. Puis Topuria, même cette semaine, il dit, regardez, là, lui, il est convaincu qu'il va gagner. Puis il dit, si Islam gagne à 170, moi, je monte à 170 puis je vais l'affronter. Là. Je veux dire, il n'y a pas... Passer de 145 à 170 en peu de temps, on verra, mais... on sait que c'est quelqu'un qui pèse 170, 175 en général dans la vie de tous les jours, Topuria. Ouais, mais c'est pas en forme, pas en entraînement. Mais il disait que descendre à 145 livres, pour lui, c'était rendu très difficile, c'est certain. C'était la torture. Là, donc, il est content d'avoir un petit 10 livres de jeu cette semaine. Donc, voilà, Topuria contre Charles Oliveira en grande finale de l'UFC 317. En demi-finale, championnat des poids mouches. Alexandre Pantoja contre Kai Kara-France. Pantoja, qui est le champion, défend pour la 4e fois sa ceinture des 125 livres. Contre Kara-France, le Néo-Zélandais, c'est une revanche. Oui, intéressant. Parce que les deux sont affrontés, mais c'était à The Ultimate Fighter en 2016. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Les deux étaient des genoux. Et c'est Pantoja qui l'avait emporté par décision unanime au 2e round. Ça veut dire qu'il avait gagné les 2 premiers rounds. On n'avait pas eu besoin d'en faire un 3e. C'est comme ça que fonctionne l'émission. Parce que ce sont des combats d'exhibition, en fait. C'est une victoire qui ne compte pas officiellement à la fiche de Pantoja. Donc, j'aimerais bien
mettre le nom de Kara France officiellement à sa fiche. Comment tu vois ce combat-là entre les deux? Mais ce que je trouve difficile, c'est que Kara France revient d'une belle victoire, d'un gros KO, mais avant ça, il avait perdu ses 2 combats. Donc, c'est sûr que dans cette catégorie-là, clairement, il n'y a pas full en ce moment. J'ai hâte de voir est-ce qu'il va être en mesure de solutionner le jiu-jitsu de Pantoja, parce qu'on le sait, Pantoja, vraiment... Gros jiu-jitsu brésilien, Kara France, c'est pas nécessairement sa force, aucune soumission. C'est vraiment un gars qui a plus une grosse force de frappe. Une grosse force de frappe, qui est très explosif, qui va vraiment y aller coup pour coup un petit peu, on peut même dire comme ça. Je pense pas que le champion Pantoja, avec l'expérience qu'il a, 4e défense de titre, comme tu l'as mentionné, va être super technique, va être super tactique. Je vois vraiment un combat pas nécessairement rapide, mais je vois une soumission de Pantoja. Je pense que Pantoja est en mesure d'aller chercher un contrôle puis apporter le combat au sol. C'est vraiment comme ça que je le vois. À 11 soumissions en 29 combats, c'est quelqu'un qui est très dominant au niveau du jiu-jitsu. Je t'ai pas demandé le combat final. Qui tu vois entre Topuria ou Oliveira? Est-ce que tu vas pour celui-là aussi? Moi, je pense que Topuria va... Topuria va passer le KO à Oliveira, mais va le finir par soumission. Il va le shaker avec ses mains, puis il va le finir par soumission. Il va être capable de passer une soumission. Montrer qu'il peut. C'est ça. Passer une soumission à un as du jiu-jitsu, au gars qui a le plus de soumissions dans l'histoire de l'UFC. Dans une catégorie de poids au-dessus. Ça pourrait être une belle victoire signature pour lui. Je suis d'accord avec toi pour les deux prédictions. Revenons à cette demi-finale, donc, parce que quand Kara France lui a échoué à sa première tentative en combat de championnat il y a quelques années contre Brandon Moreno. Ouais. Mais c'est ça. Pantoja a déjà battu pas mal tout le monde dans le top 10. Ouais. Est-ce que Kara France, c'est celui qui le méritait le plus? Le problème, c'est que celui qui est classé numéro 1, c'est Brandon Royval. Il a déjà perdu 2 fois contre Pantoja. Brandon Moreno a perdu 3 fois. Il a déjà battu Manel Cap, il a déjà battu Alex Perez. Bref. Ouais, on était rendu là, c'est certain. Kara France, c'est correct. Personne ne remet ça en question à ce stade-là. Mais, c'est ça, on le disait, il est très, très, très puissant. Le Néo-Zélandais, c'est clairement sa force. Et ça, Alexandre Pantoja en est bien conscient. On va écouter le champion des poids mouches là-dessus. I think I'm a better fighter. I can move from... I'm good MMA fighter. I can make a grappler, wrestling, striking. And if he come to hit me strong like he wants, he give me opportunity to hit him back. Every fight I make, my opponents know how hard I hit. I feel like I'm going to fight with Mike Tyson, someone have like a strong hands, very powerful. And I need to take a lot of attention about that. Maybe I try to fight with them like a Muhammad Ali, touchy, escape, touchy, move around. Donc, Pantoja qui estime qu'il est un meilleur combattant, plus complet que Kara France, tu l'as mentionné, mais il dit j'aimerais ça que je vais affronter Mike Tyson. Tout le monde me parle de sa puissance. J'adore ça. Mais il dit je vais peut-être me battre comme Mohamed Ali, c'est-à-dire bouger, me retirer, toucher sans me faire toucher. C'est clairement ça. Quand tu affrontes un gros cognard comme ça, c'est pas une mauvaise stratégie. Donc voilà pour cette demi-finale. 2 gros combats de championnat. On va y aller rapidement. Un mot sur Beneil Dariush contre Renato Moicano, duel de vétérans chez les poids légers. Gros duel de vétérans chez les poids légers. J'adore Moicano. Darius, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. J'irais pour Moicano. Je pense qu'il va faire un gros retour. Deux gars au sol. Si ça va au sol, ça peut être assez de haut niveau. Spectaculaire, vraiment avoir des belles échanges. Là. Et Brandon Royval, qui est aspirant numéro 1 à la ceinture de Pantoja, aspirant numéro 1 à 125 livres. Ça aussi est très intéressant. Lui devait affronter Manel Cap, qui s'est blessé. Joshua Van, le jeune de 23 ans qui arrive, s'est battu il y a 3 semaines. Lui, il lève la main. Il est classé 12e dans la catégorie. Si Royval échappe celle-là, ça ferait mal. 3 ou 4 victoires consécutives de Van. Il est sur une belle lancée. 3 victoires consécutives. Alors 4 de suite. 7-1 à l'UFC. Une victoire ou même un gros combat. Simplement une belle performance. Ouais, il ne perdrait pas de... Le ramènerait peut-être un peu... Ouais. Ce qui est aussi impressionnant, c'est que c'est son 6e combat en 1 an. Wow, très actif. Là, il s'est battu il y a 3 semaines. 2 mois, ça veut dire, ouais. C'est ça. Là, il s'est battu il y a 3 semaines, KO rapide contre Bruno Silva. Il fait une bonne année. Non, c'est ça, exact. Puis il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Hein, donc, exact. On a besoin de quelqu'un. Lève la main pour affronter Brandon Royval. Ça va être intéressant sur la carte principale. Donc, 20h sur les ondes de TVA Sport pour la carte préliminaire et 22h télé à la carte pour carte principale de l'UFC 317. On passe aux actualités. Rumeurs, échos, coulisses, les plus récentes nouvelles. Le hype UFC.
Un petit 2 minutes. La grosse nouvelle, on en a parlé en début d'émission, c'est Jon Jones qui prend sa retraite. Thomas Aspinall, maintenant le champion incontesté des poids lourds. Je m'attends à une annonce de combat très bientôt. Là. Je serais pas sûr. Là, ça fait déjà 1 an qu'il s'est pas battu. Est-ce qu'on va le mettre au mois de septembre au UFC 320? Peut-être. Est-ce qu'on va le garder pour New York, la grosse carte au Madison Square Garden? Ça ferait en sorte que Aspinall plus d'1 an sur la touche à suivre. Mais je m'attends à une annonce Cyril Gane contre Thomas Aspinall. Oui, puis tant mieux pour la division des poids lourds. Là, parce que ça va faire du mouvement puis ça va faire du bien. Exactement. Des combats qui ont été annoncés cette semaine, 2 gros qui retiennent l'attention. Diego Lopez contre Jean Silva le 13 septembre en finale du gala spécial Mexique, le UFC Noche. Ça, c'est en même temps que Crawford-Canelo. Les 2 à Vegas? Non, au T-Mobile, c'est Canelo contre Terence Crawford en boxe. Oui. Et puis ça va être à San Antonio. Le gala Diego Lopez contre Jean Silva. Mais au Brésil. Tout un... Non, c'est San Antonio, Texas. OK, Texas. Ça devait être à Guadalajara, au Mexique, mais parce que c'est le gala spécial pour l'indépendance mexicaine. Mais je pense que c'est des travaux à l'amphithéâtre. Ça devait être l'UFC 320 aussi. Là, on a déplacé ça aux États-Unis, puis on en a fait juste un fight night. Mais bref, Silva contre Lopez. Quel combat! Silva, on en parle. C'est un méga cogneur. C'est un gars qui est sur toute une séquence à l'UFC. Puis Lopez vient de perdre en combat de championnat. Grosse mise pour Lopez quand même. Là, après une défaite comme ça en championnat, affronte un gros cogneur comme Silva. Ça sera pas un combat facile. Non, vraiment pas. Puis honnêtement, je salive. Là. Ça va être un gros combat parce qu'on sait que Lopez aussi a des mains très lourdes, frappe très fort. Là. On va se souvenir de sa combinaison contre Ortega. Là. Il l'avait éteint, il l'avait rallumé par la suite. Là. Vraiment, c'est un combattant spectaculaire, Lopez. Là. Puis Lopez, qui l'a amené en combat de championnat, c'est le fait qu'il s'est battu ultra souvent avec des grosses performances. Finissait ses combats, était spectaculaire. Silva est en train de faire la même chose. Wow. Fait pas longtemps qu'il est à l'UFC, là, même 1 an et demi peut-être, 2 ans. Puis on le sait, à la conférence de presse, ils se sont accrochés un peu les deux. Il y avait eu de l'animosité là, dans c'était pas ces deux-là, c'était avec Yair Rodriguez. C'était Rodriguez. Ok, oui, exactement, c'est vrai. Mais je pense qu'on va mettre Yair Rodriguez en combat de championnat contre Volkanovski. Bref, à suivre. Je termine ça avec Nassourdine Imavov, le Français, qui accepte finalement d'affronter Caio Borralho en finale de l'UFC Paris. Je pense qu'on a sorti un peu le chéquier pour convaincre, parce que Imavov disait: moi, j'affronte pas Borralho qui est 6e, moi, je suis aspirant numéro 1. On m'avait promis un combat de championnat si je battais Israël Adesanya. Finalement, on le donne à Makhachev contre Dricus Duplessis. On a un peu mis Imavov sur les lignes de côté. Je pense qu'on lui a offert une bonne paye, puis on lui a offert surtout d'être en finale à l'UFC Paris. Méchant gros test. Hey, honnêtement, c'est pas un cadeau pour Imavov d'aller en combat final à Paris contre Borralho. C'est un très gros test, spécialement que Borralho est classé 6e. Une défaite ferait très mal. Là. Ferait très, très mal. Il est sur 4 victoires de suite. Imavov, sa dernière, on se rappelle, c'est son KO contre Israël Adesanya. Et Caio Borralho, c'est 9 victoires de suite, dont 7 à l'UFC. Plusieurs grosses performances. C'est un coéquipier de Jean Silva chez les Fighting Nerds. 6 septembre à Paris. Est-ce que Charles Jourdain sera sur cette carte-là? Il a mentionné que c'était peut-être une option pour lui. Mais la finale va être assez intéressante avec Borralho et Imavov. Hey, je m'en vais faire mes bagages. Merci, Yohan. Bon week-end à Vegas. Merci. Il va faire chaud, mais rien qu'on n'a pas connu ici au bon Québec UFC. Au cours des derniers jours. Ouais. Ne manquez pas ça sur les plateformes de TVA, toute la couverture de l'UFC 317. Yohan Lennes, je m'appelle Ben Baudouin. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre SOS Podcast. À bientôt. SOS Podcast!